Bonjour à tous, je vous propose de retrouver dans cet entretien exceptionnel un des membres du Conseil pour l'économie, tout nouveau conseil créé le 24 février dernier au Vatican, un conseil qui joue en ce moment un rôle essentiel dans la réforme de la curie romaine entreprise par le pape François. Le pape l'a d'ailleurs confirmé lors de sa conférence de presse dans l'avion de retour de Terre Sainte, nous allons l'entendre. Nous allons donc parler de gestion économique du Vatican et du Saint-Siège, d'organisation des structures, entre mythes et réalités, scandales, nous essaierons de faire la part des choses. Avec Jean-Baptiste de Françu, bonjour. Bonjour Étienne Vous Larrière. êtes l'un des hommes que beaucoup de médias rêveraient d'interroger parce que cela fait quoi, maintenant presque 10 mois que vous travaillez sur les finances et l'organisation des structures à la fois du Vatican et du Saint-Siège. Exactement, on a commencé nos travaux au début du mois d'août de l'année 2013. Oui, en juillet, au fond, le pape a créé une commission pour faire le point sur ces structures. Il a sollicité différents experts de cabinets internationaux, dont vous, je peux vous présenter en quelques mots. Vous êtes spécialiste en conseil et stratégie. Vous avez autrefois dirigé la Caisse des dépôts et consignations, directeur général Europe d'Invesco, qui est une grosse entreprise de gestion d'actifs. Au fond, quand le pape vient vous solliciter, ou le Vatican, vous réagissez comment au cours de cet été? Comment ça s'est passé? Alors c'est anecdotique, mais c'est important, et c'est un des grands moments de ces 11 derniers mois, de ces 10 derniers mois. Le téléphone sonne, je suis derrière mon bureau, et j'ai à l'autre bout du téléphone un monseigneur du Vatican que je connais un peu, et qui me dit, voilà, le pape a décidé il y a quelques jours de créer une commission pour analyser la situation administrative et financière du Vatican, du Saint-Siège, et votre nom a été cité comme une des personnalités que nous pourrions associer à cet exercice, sachant qu'on a vocation à en avoir 7. Et il me dit, ce monseigneur, nous avons besoin de votre réponse tout de suite. Alors je réponds tout de suite. Ça veut dire quoi? Il me dit, vous avez 3 minutes. Parce que si vous ne répondez non, évidemment, et comme le Saint-Père voudrait aller assez vite, il faut que nous contactions d'autres personnes. Et donc, voilà, c'est un moment très fort, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Évidemment, ma réponse a tout de suite été oui. Il est difficile d'avoir une autre réponse dans de telles circonstances. Oui, vous présidez aujourd'hui une agence de conseil qui s'appelle Incipit. Voilà, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais voilà, donc un moment important et l'exercice a commencé à partir de ce moment-là. Et vous comprenez pourquoi on vient vous solliciter, vous, pour faire cette sorte d'audit, en quelque sorte? Oui et non. Oui, dans une certaine mesure, parce que j'ai des compétences techniques dans certains domaines, notamment liés aux services financiers. Et je sais par ailleurs que ce sont des domaines dans lesquels les finances du Vatican interviennent. Non, parce qu'il y a des tas d'autres gens qui auraient pu le faire à ma place. Donc je suis effectivement surpris d'être sollicité, mais en même temps, je me dis tout de suite que si effectivement dans les matières dans lesquelles j'ai un peu d'expertise, je peux aider le Saint-Siège, alors j'y vais. Oui, on peut d'ailleurs mentionner le fait que vous êtes engagé dans différents organismes caritatifs ou en tout cas ecclésiaux. Et puis, par exemple, vous êtes administrateur de World Youth Alliance, qui est une association qui agit auprès des Nations Unies. Auprès des Nations Unies, auprès du Parlement européen, auprès également de différentes institutions gouvernementales en Afrique et en Asie, et qui visent à intervenir dans le domaine de la défense de la dignité de la personne humaine. Alors donc vous êtes appelé par le Vatican, sollicité pour venir faire cette expertise. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, vous faites le lien tout de suite avec évidemment les scandales qu'on a vus dans la presse, qu'on a vus aussi au moment de Vatilix, c'est il y a 2 ans à peu près, sur les attributions de marché, sur les pots de vin, sur la corruption, et puis bien sûr les scandales autour de la Banque du Vatican. Je prends plutôt une perspective positive, une perspective d'avenir, une perspective porteuse, et je me dis... c'est le Saint-Père, c'est le pape François, c'est sa dynamique, c'est ce qu'il a dit, il le fait pratiquement. J'ai la chance d'en être le témoin de façon très concrète, mais c'est l'illustration de ce qu'il nous annonce depuis déjà quelques semaines, et visiblement, il s'est mis en avant également sur ces domaines administratifs et financiers. Alors, quelle est la réalité? Quelle réalité vous découvrez? D'ailleurs, est-ce que vous vous rendez sur place concrètement? Comment ça se passe, cette mission d'expertise? On peut voir dans le chirographe du pape qui institue cette commission, il fixe la feuille de route, il faut simplifier, rationaliser les organes existants, il faut éviter les gaspillages, il faut perfectionner l'administration du patrimoine mobilier et immobilier. Et puis, il y a un point qui a pu attirer notre attention. Voilà, il dit le secret professionnel ne peut pas être invoqué, ne peut pas limiter, en gros, ce travail d'expertise que vous êtes appelé à mener.
Oui, c'est comme dans toute autre organisation, comme dans la gestion de tout État. Rappelons que le Vatican est un État souverain et ce que le Saint-Père nous demande, c'est de regarder, de reconsidérer l'organisation en place de l'État souverain du Vatican et de proposer un certain nombre d'initiatives visant à améliorer son fonctionnement quotidien et et c'est très important, à permettre au Saint-Père d'accroître les ressources qu'il a à sa disposition pour les pauvres et pour la propagation de la foi. Et alors même qu'on dit que le Vatican, pendant de longues années, a fini dans le rouge au niveau budgétaire. C'est un autre débat auquel on va probablement arriver un peu plus tard, mais c'est le premier message du Saint-Père. La première fois que nous rencontrons le Saint-Père, il rentre de Rio, il a une grosse grippe parce qu'il a passé du chaud au froid entre les pluies torrentielles, les pièces climatisées et les chaleurs auxquelles il a pu être soumis là-bas. Et la première chose qu'il nous dit, j'ai besoin d'argent pour le donner aux pauvres et pour assurer une meilleure propagation de la foi. Et il nous le dit en disant, vous savez, je n'aime pas l'argent, ce n'est pas quelque chose dans lequel je me sens à l'aise, mais je suis très conscient que l'on peut faire beaucoup mieux au Vatican et je souhaite faire mieux pour le bénéfice des pauvres et pour le bénéfice de la propagation de la foi. Et donc, concrètement, qu'est-ce que vous découvrez alors? La réalité, parce que, je le disais tout à l'heure, ça alimente beaucoup de mythes, en fait. Oui, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup d'exagérations, mais il y a toujours une réalité derrière les exagérations. Et ce qu'on trouve, c'est une institution qui n'a pas beaucoup évolué depuis la fin des années 80, depuis la fin des années 70, fin des années 80. Une organisation administrative et financière qui est un peu obsolète. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche d'un financier? Ça veut dire qu'il n'y a pas, les techniques les plus pointues ne sont pas utilisées, il n'y a pas d'optimisation des coûts. Le Vatican, le Saint-Siège, est une organisation très décentralisée. Donc il y a une multitude de centres de coûts qui font la même chose. Au lieu de chercher à regrouper l'ensemble de ces fonctions et de les centraliser, il y a plein de petites structures qui dupliquent un peu ce que les unes et les autres font. Donc ça, il faut le travailler. Mais il faut aussi s'assurer que les règles internationales, notamment quand on intervient sur les marchés financiers, notamment dans la gestion des portefeuilles, que les règles internationales qui s'appliquent aujourd'hui à tous les établissements financiers et bancaires soient également appliquées au Vatican. Ce qui n'était pas forcément le cas. Ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'il y a 3-4 ans. Vous savez, il y a quelque chose qui est très important et qui me tient très à cœur, c'est qu'il ne faut jamais oublier que ces réformes, même si le pape François a donné une dynamique très forte, ces réformes ont été d'abord engagées par le pape Benoît XVI. Oui, et c'est étonnant d'ailleurs parce que effectivement ça touche à la question notamment de la Banque du Vatican, cette nécessité et cette demande à la fois du pape Benoît XVI et du pape François que l'argent ne soit pas utilisé à des fins de corruption, de blanchiment, et on peut voir même dans le motu proprio du pape François de cet été que cet argent ne doit pas servir à acheter des armes de destruction. On se dit, mais quel rapport entre l'argent du Vatican et ses utilisations? Non, on pourrait très bien imaginer, alors évidemment, il n'est pas question que cet argent favorise toute activité de blanchiment ou toute activité de corruption, ça c'est évident, mais on pourrait très bien imaginer que dans les activités de gestion de portefeuille de la fortune du Vatican, il y ait pu avoir ou il y ait des investissements qui soient réalisés dans des sociétés qui produisent de l'armement. Quand on a entendu les commentaires du Saint-Père il y a quelques jours, lors de son voyage au Moyen-Orient, la façon très forte avec laquelle il a dénoncé les vendeurs d'armes, on peut imaginer qu'il y ait une très grande dichotomie entre le fait d'investir dans des sociétés d'un côté et de prononcer ces fortes phrases qu'il a prononcées. Donc tout ça relève d'une amélioration, tout ça relève d'une meilleure gouvernance, tout ça relève d'un renforcement des structures, d'un renforcement des responsabilités et de la mise en place de procédures qui n'existaient pas dans le passé, toujours. Jean-Baptiste de François, tout à l'heure, vous avez parlé de fortune du Vatican. C'est peut-être même un terme que vous utilisez habituellement dans votre jargon. Mais c'est quoi la fortune du Vatican aujourd'hui? C'est comme tout État souverain. Il y a un chiffre, il y a des budgets Non, les chiffres, et c'est une des raisons pour laquelle le pape a souhaité cet exercice de transparence et pour laquelle le pape a, comme on en parlera probablement tout à l'heure, souhaité la mise en place de ce secrétariat à l'économie et du conseil à l'économie auquel j'appartiens. C'est une meilleure transparence, de mieux connaître les chiffres et comme dans tous les autres États, ou en tout cas la quasi-totalité des autres États souverains, de publier tous les ans
des chiffres se rapportant à l'activité économique de cet État. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des chiffres qui circulent, qui ne sont pas toujours des chiffres sur lesquels on peut se reposer, qui sont des chiffres suffisamment sérieux, mais c'est le but de l'action que le pape nous a demandé de mener. Et en même temps, j'insiste sur cette question parce que c'est peut-être une des questions que beaucoup de gens se posent. Mais est-ce que le Vatican est riche? Quelle réponse vous donneriez à ça? On comprend que vous ne pouvez pas nous donner de chiffres, en tout cas de chiffres fiables. Le Vatican est riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Grande question. Le Vatican a un patrimoine important. Il suffit d'aller place Saint-Pierre à Rome, il suffit de voir la cité du Vatican, il suffit d'aller dans les musées du Vatican. Le Saint-Siège a un patrimoine important, a un patrimoine immobilier très important, qui est utilisé dans une très grande partie, et ça c'est pas connu pour ceux qui seraient amènent potentiellement de vouloir critiquer ces avoirs immobiliers du Vatican, qui est utilisé une très grande partie pour des raisons sociales. Le Vatican, dans une proportion très importante, loue les immeubles, les appartements, les biens immobiliers qu'il peut avoir pour des causes sociales. Donc c'est un critère qu'il faut garder à l'esprit. Par ailleurs, le Vatican a également un portefeuille de valeurs mobilières. Il a des actions et des obligations qui sont liées au fait qu'il a également des liquidités à gérer, comme tout État souverain. Et donc oui, le Vatican a une certaine somme d'argent qui constitue aujourd'hui sa fortune, et qu'il convient de mieux gérer, qu'il convient de gérer de façon beaucoup plus professionnelle que ça n'était fait dans le passé, pour permettre au pape, c'est ce qu'il nous a dit la première fois que nous l'avons rencontré le 3 août, de mieux distribuer cet argent aux pauvres et d'assurer une meilleure propagation de la foi. Alors justement, lors de sa conférence de presse de retour de Terre Sainte, Philippine de Saint-Pierre était dans l'avion pour KTO, et la question du groupe français des journalistes portait sur la réforme de la curie et les obstacles rencontrés. Je vous propose d'en retrouver un extrait. Uno dei punti chiavi è stato l'economico, no? Quel Dicastero dell'Economia aiuterà tanto, deve lavorare insieme con la Segreteria di Stato, perché è un congiunto di cose, no? Si fa tutti. Adesso abbiamo a luglio 4 giorni di lavoro su questa commissione e poi alla fine, a settembre credo altri 4, no? Ma si lavora, no? Si lavora abbastanza. E i risultati ancora non si vedono tutti, ma la parte economica è quello che è venuto fuori prima, perché c'erano alcuni problemi che la stampa parlava abbastanza e dobbiamo vederli, no? Voilà, c'est une conférence de presse que vous retrouvez en intégralité sur le site de KTO. Jean-Baptiste de François, pour quelle raison le pape François, on vient de l'entendre, dit que l'économie, c'est l'un des points clés de sa réforme de la curie qu'il est en train de mettre en œuvre? De quoi vous êtes le témoin, au fond? Deux choses. Premièrement, il est indispensable que l'État du Vatican et la ville du Vatican soient gérés de la meilleure façon possible. Et deuxièmement, c'est un fait que très souvent, lorsqu'il y a de l'argent, lorsqu'il y a des mouvements d'argent, si les procédures, si les règles en place ne sont pas suffisamment strictes et encadrées, il peut y avoir des malversations, ou en tout cas, il peut y avoir des tentations. L'argent corrompt, au fond? L'argent corrompt, on remonte à la nuit des temps, Judas. Et donc, on est dans des situations où, finalement, ce sont des hommes qui travaillent au Vatican, ce sont des hommes qui travaillent dans la ville du Vatican, et si cette organisation n'est pas des plus rigoureuses, il peut y avoir des abus, il peut y avoir des excès, et quelquefois, il y a des naïvetés. C'est pas simple, je vous partagerai un cardinal, un jour, avec qui je m'entretenais, qui a des responsabilités à Rome, et me disait, vous savez, moi j'ai été formé pour prêcher. J'ai été formé en théologie, en philosophie. On ne m'a jamais appris ces notions d'argent. Et ça fait, donc un cardinal qui avait 75 ans et plus, et ça fait une dizaine d'années que je suis maintenant responsable de telle et telle activité. C'est difficile pour moi. Et c'est difficile pour ces hommes d'église, c'est difficile pour ces prêtres, ces monsignors, ces évêques, ces cardinaux, de prendre ces responsabilités et de devoir les assumer. Vous avez vécu quoi un peu? La rencontre entre deux mondes? La rencontre entre deux mondes, mais surtout la volonté de bien faire.
la volonté de bien faire. Et je crois que c'est pour ça que le pape François a créé cette commission de laïcs à laquelle j'appartenais. Et c'est pour ça que le pape François, sur le Conseil de l'économie, a décidé d'avoir 8 cardinaux et 7 laïcs. C'est pour s'assurer qu'il y ait ces compétences que nous vivons dans nos différents métiers, au jour le jour, mises à la disposition de l'Église. Alors justement, le 24 février, le pape publie un motu proprio, un décret dans lequel il institue ce nouveau dicaster, le secrétariat pour l'économie, une sorte de ministère des Finances, en quelque sorte, en charge de la gestion économique et administrative du Vatican. Et puis, ce conseil pour l'économie qui doit impulser et qui donne finalement les grandes directives, on va revenir là-dessus avec vous. Le 8 mars, vous êtes nommé l'un de ces 15 membres de ce conseil, et le 2 mai, vous vous réunissez autour du pape François. Je vous propose de retrouver quelques images. Le Conseil pour l'économie permettra à l'Église de répondre à sa mission et offrira une contribution fondamentale à l'Église. Cela fait partie de ces changements qui entendent mettre en acte la nécessaire réforme de la curie romaine pour mieux servir l'Église et la mission de Pierre. C'est ce qu'a dit le pape François en saluant les travailleurs du Conseil pour l'économie lors de sa première réunion. Le parcours ne sera pas simple et demande du courage et de la détermination, a-t-il dit. Une nouvelle mentalité de service évangélique devrait s'établir dans les diverses administrations du Saint-Siège. Le pape a souligné que la composition du Conseil représente l'universalité de l'Église et les laïcs en font partie à plein titre. Alors Jean-Baptiste de Franciaux, vous voilà, vous étiez autour du pape François. Vous l'avez vu beaucoup au cours de ces derniers mois? On l'a beaucoup vu, c'est une caractéristique très marquante de l'exercice que l'on a fait. Il a été très présent, très direct avec nous. Je raconte souvent la première rencontre. Nous étions dans une salle de réunion, dans le fameux Domus Santa Marta, au Vatican. Quelqu'un frappe à la porte. Il s'avère que j'étais celui qui était en face de la porte. La table était organisée de telle façon que les autres étaient plutôt de l'autre côté. Oui. Et je vois cette porte qui s'entrouvre et le Saint-Père qui apparaît le plus simplement du monde en nous demandant « Est-ce que je vous dérange ?» Je crois que ça a résumé, le premier contact que nous avons eu avec le très Saint-Père a résumé l'ensemble des relations que nous avons eues avec lui, encore une fois de proximité, de simplicité et de grande exactitude. Quand on discute de façon un peu privée ou personnelle avec les uns et les autres de notre expérience, je dis souvent qu'on avait affaire, puisque je parle des activités économiques et financières du Vatican, à un grand chef d'entreprise, à quelqu'un qui a une grande idée de là où il veut aller, qui a des idées claires, précises, mais qui a en même temps cette simplicité et cette souplesse qui permettent de faire évoluer de façon harmonieuse une organisation. Parce qu'il s'agit bien de faire évoluer de façon harmonieuse l'organisation qui est celle du Saint-Siège. Vous connaissez très bien le monde de l'entreprise, vous connaissez très bien le monde de la finance, vous êtes habitué finalement à côtoyer à travers le monde les dirigeants d'entreprises. Est-ce que l'Église, c'est une entreprise comme une autre au fond? L'Église est dans une certaine manière, d'ailleurs je ne devrais pas dire l'Église, je devrais dire le Saint-Siège, oui, dans une certaine mesure, est une entreprise comme une autre, ou en tout cas est un État souverain comme un autre, et à ce titre-là a des responsabilités. Mais vous savez, la grande différence, la très grande différence entre le Saint-Siège et tout autre État souverain, c'est qu'on ne parle pas de pouvoir lorsqu'on le regarde, la personne qui a l'ultime responsabilité, on ne parle pas de pouvoir, mais on parle de sagesse. Et ça, c'est la grande leçon. Mais ça transparaît dans votre travail concret, à la fois d'expertise et maintenant de conseil? Très précisément. Toutes les décisions difficiles que l'on a dû prendre, que l'on a présentées au Saint-Père, l'ont toujours été avec cette approche de sagesse et cette approche de respect des hommes, peut-être quelque chose qu'on ne retrouvera pas automatiquement de la même façon dans une entreprise dont le seul but est de faire de générer du profit. Alors, j'imagine que ce conseil et ce secrétariat pour l'économie, c'est le fruit de votre travail, de votre expertise. Pourquoi vous arrivez à ce résultat? Et puis en ce moment, vous êtes en train de rédiger les statuts, où est-ce que vous en êtes? Alors pourquoi est-ce qu'on arrive à ce résultat? C'est très simple. Le Saint-Père nous a dit, à côté du secrétariat d'État, la secrétaire d'État qui existe dirigée depuis par tout le le cardinal temps, Parolin, oui. Je voudrais alléger les tâches de la secrétaire d'État, donc du cardinal Parolin, en sortant tout ce qui est économique et financier, pour permettre à la secrétaire d'État de mieux se concentrer sur les tâches qui sont les siennes, et deuxièmement, de mieux gérer, de confier à un autre groupe, et de mieux gérer
les aspects administratifs et financiers. Donc on arrive très vite à cette idée d'une secrétaire à l'économie, à côté de la secrétaire d'État, donc à niveau équivalent. Mais notre souci principal dans tout cet exercice a été de dire une des faiblesses que l'on a constatées au sein du Vatican, à travers tout notre exercice, c'est que souvent on se trouvait dans des situations où une seule personne avait une autorité totale sur toute une activité. Et ça, il était impératif que ça ne se reproduise pas dans le futur. Donc le secrétaire d'État aujourd'hui a moins de pouvoir en quelque sorte. Alors le secrétaire d'État... Sur l'ensemble des champs. N'a plus de responsabilité directe sur l'économie et le financier comme il l'avait dans le passé. C'est le cardinal préfet, le cardinal Pell, qui est secrétaire de l'économie, qui a pris cette responsabilité. Mais pour s'assurer de cette bonne gouvernance et de ce que l'on appelle dans les métiers financiers la règle des 4 yeux, donc il y a en permanence 2 personnes qui regardent toutes les décisions qui sont prises pour s'assurer qu'elles le sont dans l'intérêt du bien commun, on a créé le Conseil de l'économie qui chapeaute la secrétaire d'État, qui est, si vous voulez, pour prendre un langage un peu simple... pour l'économie. Le secrétariat pour l'économie, pardon, pour prendre un langage un peu simple, qui est un peu comme un conseil d'administration. Voilà. Et donc vous jouez aujourd'hui ce rôle, vous avez été nommé par le pape au sein de ce conseil, vous en rédigez actuellement les statuts, c'est-à-dire que ça s'écrit finalement, ça se construit au fur et à mesure du temps. Voilà, et de même qu'il y avait Pasteur Bonus en 1988, qui avait dessiné l'ensemble du contour de l'organisation du Vatican pour notamment les affaires administratives et financières, on est aujourd'hui en train de le faire autour de ce nouveau secrétariat pour l'économie qui a donc été créé par ce motus proprio fin février. On vous avait dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bienveillance au sein du Vatican, dans les différents organes du Saint-Siège qui sont impactés très directement par ces mesures. Il y a aussi de l'attente et parfois aussi beaucoup de circonspection. Quel était le rapport entre vous et ce monde du Vatican? Vous parliez tout à l'heure des prélats, des cardinaux, parce que vous êtes un peu l'homme qui va changer, ou vous avez fait partie, ou faites partie de ces hommes qui sont en train de faire changer les choses. Vous savez, comme dans toute organisation humaine, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, tout le monde n'a pas la même compréhension tout de suite des différentes problématiques. Et donc on peut avoir des attitudes plus ou moins positives dans ce changement. Mais je crois encore une fois, vous posiez la question tout à l'heure, quelle est la différence par rapport à une autre entreprise ou à un autre État. Je crois que la grande différence, quand il s'agit du Saint-Siège ou du Vatican, c'est la présence de l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint qui, finalement, aide et guide l'ensemble de ces mouvements. Comment pouvait-on imaginer une commission de 7 laïcs qui ne se connaissaient pas, qui venaient du monde entier, dont les activités professionnelles étaient très divergentes les unes des autres, il y a 10 mois, au mois d'août 2013, comment pouvait-on imaginer que cette commission de 7 laïcs arrive en février 2014 à soumettre au pape un certain nombre de modifications profondes qui remettent en cause l'organisation du Saint-Siège et qu'elles soient acceptées par le Saint-Père, et non seulement qu'elles soient acceptées, mais qu'on est début juin et que déjà un grand nombre de ces éléments sont en train d'être mis en place. Il y a une main derrière nous qui nous aide et qui nous guide. Ça vous semblait impossible en septembre, quand vous avez commencé à découvrir, vous avez dit, c'était très décentralisé jusqu'à présent, les différents organes de gestion et les réalités du Saint-Siège. Moi, je ne connaissais pas bien les réalités du Saint-Siège. Le président de la commission, qui lui avait déjà été associé dans le passé à des activités autour du Saint-Siège, a exprimé de grandes hésitations sur notre capacité à faire bouger les choses. Mais là encore, la volonté du pape et ce que je disais, et cette dynamique font que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Ça va changer le quotidien pour les milliers de collaborateurs, à la fois du Saint-Siège et du Vatican, de la Cité du Vatican. Oui, ça va changer le quotidien, parce que certaines organisations vont changer, le rôle et les missions vont évoluer, les règles à respecter vont être différentes, mais en même temps, ça veut dire aussi plus de transparence à leur égard, ça veut dire aussi une meilleure implication de leur part. Donc c'est un mouvement très positif. Ça veut dire aussi des économies, ça c'est le côté parfois moins facile à accepter. Sauf que beaucoup de ces économies sont à faire, pas au niveau des hommes, mais au niveau de la redondance d'un certain nombre de structures et de la mauvaise, entre guillemets, gestion de certaines des activités qui, lorsqu'elles seront regroupées, permettront d'être plus efficaces et de mieux répondre aux attentes du Saint-Père. Votre regard de professionnel, et en étant franc et direct, ça fonctionnait comment jusqu'à aujourd'hui? Et évidemment, des points sur lesquels cela va évoluer. C'est une organisation qui n'avait pas évolué
depuis, comme je le disais tout à l'heure, la fin des années 70 et 80, dans un monde qui a profondément changé. Donc c'est une organisation qui a été exposée à un certain nombre de problèmes, notamment dans ses activités économiques et financières. Mais vous savez, regardez l'ensemble du système financier, regardez l'ensemble des grandes banques, les banques les plus performantes. Elles ont toutes connu des problèmes. Elles ont toutes eu à faire face à des malversations, à des gens malhonnêtes. Donc, en cela, le Vatican n'est pas très différent. On aimerait que ce soit différent. Et ça le sera. Et on l'attend d'ailleurs, parce que c'est une référence morale. Et ça le sera différent. Et ça sera différent grâce à cette impulsion et grâce aux nouvelles organisations qui ont été mises en place. On a peu parlé de la Banque du Vatican, de l'IOR. Ça fait partie des dossiers sur lesquels vous travaillez? Aujourd'hui, oui, ça fait partie des dossiers sur lesquels nous travaillons. C'est un dossier qui a beaucoup évolué depuis plus de 12 mois, suite à la nomination d'un nouveau président qui a fait un travail en profondeur, notamment sur tous ces aspects liés au blanchiment d'argent et à l'absence, quelquefois, de procédures et de contrôle. C'est une organisation qui joue un rôle important pour le Vatican, parce que c'est en fait l'établissement qui permet au Vatican de communiquer avec le reste du monde de façon économique et financière. C'est la banque commerciale du Vatican, et donc c'est un outil très important pour le bon fonctionnement du Vatican. Oui, le pape a dit d'ailleurs dans l'avion, dans cette fameuse conférence de presse, que beaucoup de comptes étaient en train d'être fermés, qu'il y avait une clarification sur ceux qui pouvaient ouvrir un compte au sein de cette banque. Au fond, vous, dans cette expérience professionnel, mais en même temps qui n'est pas sans lien avec vos convictions profondes, qu'est-ce que vous en tirez dans la manière même de faire votre job? Vous savez, ce qui m'a le plus frappé, et je l'ai raconté, ou je l'ai partagé plutôt un jour avec un prêtre qui m'a presque, en souriant, il m'a dit « c'est dommage que vous vous en rendiez compte seulement maintenant ». Ce qui m'a le plus frappé, c'est le côté extraordinaire de donner sa vie. Et quand on voit ce pape François, on comprend ce que ça veut dire pour un prêtre de donner sa vie à l'Église, de se consacrer entièrement. Et je crois que c'est un exemple tout à fait unique, très très puissant, ce Saint-Père qui ne compte pas ses jours, ne compte pas ses heures, qui est totalement dédié à la tâche qui est la sienne, de faire évoluer notamment, en tout cas dans les responsabilités qu'il nous a confiées, cette organisation, cette curie romaine, et il le fait avec un dévouement et avec une abnégation totale. Donc c'est un exemple que l'on ne connaît pas dans notre monde quotidien, auquel on n'est pas confronté, et c'est quelque chose de très particulier. Les prochaines étapes pour vous, dans votre rôle de membre de Conseil pour l'économie, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent? Eh bien, c'est de mettre en place cette surveillance de l'activité et des activités économiques et financières. C'est la publication de comptes, c'est la publication des chiffres que vous me demandiez tout à l'heure, qui seront publiés de façon récurrente tous les ans, comme tout État souverain, et c'est de s'assurer que ce soit fait de façon claire, transparente et accessible à tous. Un grand merci Jean-Baptiste de Françuy d'avoir accepté cet entretien, de venir sur ce plateau et de nous raconter cette mission qui vous a été confiée. Bien sûr, vous retrouvez cet entretien sur le site de KTO. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez poser vos questions, réagir bien sûr, et puis faire partager cet entretien sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.